dimanche du 9 janvier 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour cette émission depuis notre studio de Washington, D.C., un habitué de ce studio de Washington, D.C., quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter, vous l'avez reconnu, c'est l'analyste politique Olivier Dossou, l'homme des cafés politiques en Europe, avec qui nous allons débattre de deux thématiques. La première, quelle résistance après la reconnaissance du récépissé par le président Boni Yayi? La seconde, quels sont les enjeux de la répression militaire à sa veille? Bienvenue encore une fois, Monsieur Dossou, sur le plateau de Tempo Afrique TV, à travers cette émission d'Inside Africa. Monsieur Dossou. Merci à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent. Alors, je voudrais surtout donc présenter mes meilleurs vœux à ceux qui nous suivent et à la population béninoise en particulier qui vit le martyre sous la rupture de Patrice Talon. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Dossou. Comme je l'ai annoncé en première partie, nous allons tout de suite aborder la première thématique. Monsieur Dossou, pour planter le décor de cette première thématique de cette émission, nous allons nous référer à une interview de l'ancien ministre de la Défense de Yayi, à qui l'histoire semble donner raison aujourd'hui. Théophile Yarou, puisque c'est de lui il s'agit, interviewé par les confrères de la chaîne en ligne BI News, estime que l'opposition n'existe que de nom. À ses yeux, le creuset dit de la résistance, dont la vocation première est la lutte pour la sauvegarde de la démocratie, a perdu toute crédibilité. Cette résistance que nous menons est une résistance creuse stérile, a-t-il lâché. Pour lui, le fait qu'elle soit cantonnée dans les discours stériles l'éloigne de ses objectifs. Le défaut de la mise en place d'une bonne organisation n'est pas non plus de nature à faire bouger les lignes. Aucun mouvement, dit-il, coordonné n'a été organisé. Nous avons plusieurs formations politiques et plusieurs personnalités politiques qui avaient chacune, en ce qui la concerne, un objectif précis, a-t-il souligné. Ainsi, la diversité des intérêts et des motivations plombe l'essence même de ce regroupement. Sans coup, Féril Théophile Yarou donne le coup de grâce. Ils ne défendent pas la démocratie, m'a-t-il, ils défendent leurs intérêts. La plupart d'entre eux veulent se positionner en opportuniste. Comment pourrait s'en douter en conclusion, dit-il, le parti FCB n'est plus membre de ce groupe. Paul Roupet et compagnie ayant réussi à obtenir la reconnaissance difficile du parti au niveau du ministère de l'Intérieur, conformément à la charte des partis politiques. Il va sans dire. Jusqu'à nouvel ordre, M. Dossou, puisque Yayi Boni vient de reconnaître ce qu'il a décrié hier, la reconnaissance de ce fameux récépissé qui semble d'emblée affaiblir la résistance. Monsieur Dossou, la question, l'histoire est en train de donner raison à Théophile Yarou, car aujourd'hui, c'est un fait. La résistance est quasi inexistante au Bénin. Votre réaction, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Harouna. La question de la résistance avait fait l'objet d'un échange que nous avions eu le 27 décembre 2019, plus précisément. Et à cette occasion, j'avais estimé que la façon dont la résistance est menée aujourd'hui est une façon vraiment suicidaire. Et pour me résumer, elle n'avait aucune chance d'aboutir parce que la résistance devait d'être professionnelle, sérieuse et avec une visée claire. Bon, il se trouve que les propos de M. Yarou, je ne peux pas les partager parce que ces propos sont les propos de quelqu'un qui aujourd'hui a perdu toute crédibilité. Il n'est pas bien placé pour le dire. Voilà, il a perdu toute crédibilité parce que il a complètement de l'intérieur de la résistance saboté et trahi toute initiative allant dans la consolidation de son parti politique, qui est le FCBE, dans cette résistance même. Mais il est clair que nous faisons face
Parce que quand nous parlons de résistance, nous parlons à la fois de celle au plan interne, mais aussi celle dans la diaspora. Nous faisons face à une kyrielle de difficultés, mais cela ne doit pas émousser l'ardeur des Béninois que nous sommes à nous mobiliser pour délivrer notre pays et restaurer l'état de droit et la démocratie. Alors, le constat qu'il fait, c'est tout simplement un constat classique que nous observons dans toutes les résistances ou tous les mouvements de libération. Tous les mouvements de libération sont traversés par des dissensions internes ou des divergences en termes d'objectifs. Mais il y a un objectif unique qui est celui aujourd'hui de restaurer l'État, restaurer la démocratie et une justice sociale au Bénin. Et en cela, quelles que soient les divergences que nous avons, il est important que nous taisions ces divergences-là pour aller vers un principe fédérateur qui est celui de dégager Patrice Talon par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens, parce que ce que je dis a un fondement constitutionnel, c'est l'article 66 de notre Constitution qui le permet. Lorsque l'état de droit est bafoué, lorsque les institutions sont clochardisées, lorsqu'il y a un coup d'État constitutionnel et même un coup d'État militaire, l'insurrection populaire, l'insurrection par toute forme de moyens devient l'ultime recours pour le peuple béninois. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, ce constat-là, il appelle également une réflexion, c'est celle de vouloir justifier la trahison du clan Hunkwe Yarou par rapport au sabotage interne qu'ils ont mené au sein des FCBE. Et ça, nous le déplorons vivement et nous estimons que M. Yarou n'est pas très bien placé pour dire aujourd'hui ce qu'il dit à propos de la résistance. J'ai cru lire ou écouter quelque part qu'il a estimé qu'il se retirait de la résistance et qu'il avait fait son temps et qu'il devait passer à autre chose. Je le prie sérieusement de tirer les conclusions lui-même et de se mettre de côté. Le peuple béninois va continuer sa marche historique pour sa libération nationale. Monsieur Dossou, merci beaucoup, mais il y a une pertinence dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire, on peut, comment dirais-je, décrier la personne que moi-même, dans le temps, j'ai décrié parce que c'est un acte, c'est vraiment un effet de traîtrise. Mais il faut reconnaître que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est un fait. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est un fait dans la mesure où le leader charismatique de cette formation est mieux de la résistance a jeté l'éponge. Et en reconnaissant l'acte bancal et l'acte illégal qu'il a posé, que les Yarou ont posé. Toute la question est là. C'est-à-dire, on est d'accord sur, comment dirais-je, la probité de ce dernier. Mais, à voir les choses aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. C'est ce côté que j'aimerais que vous puissiez élaborer parce que son chef et notre papa à tout nous a pratiquement plombé aujourd'hui. Et c'est ça qui explique cette cassure de la résistance. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Harouna. Alors, la question que vous soulevez, c'est celle de porter un jugement sur la stratégie qui a été, ou l'absence de stratégie qui a été initiée par le président Boni Yayi en légitimant une forme de trahison, une forme de forfaiture. Alors, je m'inscris en faux totalement contre cette démarche qui a été initiée par le président Boni Yayi. Je le dis clairement et je l'assume, je m'inscris totalement en faux et de façon radicale contre ce qui a été fait. Parce que pour moi, ce qui a été fait est ni plus ni moins un coup de poignard dans le dos à toute la résistance béninoise. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez aboutir à aucun résultat tangible lorsque des personnes qui ont trahi votre parti politique, ont trahi les instances dirigeantes des FCBE, ont trahi
l'idéal même qui est la libération nationale du peuple béninois et la restauration de la démocratie, en allant s'allier à un régime pour participer à un dialogue fumeux, pour légitimer vraiment le coup d'État électoral qui a été perpétré en avril et mai 2019, au sortir des législatives qui ont été des législatives controversées et qui se sont soldées par des morts. Donc pour nous et pour vraiment la diaspora en général et ceux que nous portons ici avec nous, la démarche du président Yahi est pour le moins vraiment une démarche suicidaire, sinon cavalière. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsque vous vous alliez à la bande à Runkwe et consorts, c'est-à-dire ce carteron de traîtres qui sont allés vraiment à Canossa, ça pose un véritable problème. Ça manque de sérieux. Ça montre clairement une absence criarde de stratégie politique et surtout une forme de deal avec le président Talon. Il faut bien situer tout ça dans un contexte. Le contexte politique, c'est la défaite de la résistance lors du sommet extraordinaire qui a eu lieu à Abuja le 21 décembre 2019, où la conférence des chefs d'État a reconnu que le dialogue initié par Patrice Talon allait dans le bon sens. Cette déclaration-là et ce rapport final-là qui mentionnait clairement un satisfecit à ce dialogue a été pour nous une véritable défaite. Mais il ne pouvait en être autrement parce que toute la stratégie de lobbying et même de mobilisation au plan diplomatique au niveau international n'a jamais été menée. Donc, à partir du moment où le président Boni Yahi vient au plan national, vous avez bien observé qu'il est rentré en catimini. Oui. Il est rentré en catimini, presque vraiment de façon anonyme, oui. Alors qu'il est généralement habitué au bain de foule et à des échanges avec les populations. C'était le signe d'un malaise et d'une défaite politique de sa part. Et par la suite de défaite, il va encore ajouter une autre forme de défaite en allant initier une réconciliation pour nous qui est clairement vraiment la cerise sur le gâteau de la trahison. C'est ça. C'est-à-dire qu'à travers l'acte qu'il a posé, il légitimait le coup de force et la forfaiture du clan Runkwe. Et de l'autre côté, il liquidait toute la légitimité qui était dévolue au secrétaire général des FCBE, l'honorable Dienontin Valentin, et le bureau légitime. Donc, pour nous, cette forme de réconciliation la porte en elle-même les germes de sa prochaine destruction. Parce qu'il n'y a rien à espérer du clan Runkwe, Yarou et consorts, parce que ce clan est dans une logique de sabotage interne au sein de la résistance pour les objectifs vraiment de Patrice Talon. Donc il y a ce premier élément qui est important de souligner, c'est-à-dire que je m'inscris totalement et radicalement en faux contre l'attitude du président Boni Yahi. C'est une grave erreur de stratégie politique. La seconde chose, c'est que il est important que nous regardions également ce qui se passe dans le voisinage. C'est-à-dire que lorsqu'on questionne ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où vous avez le président du PDCI-RDA, l'ancien chef d'État, Henri Konan Bédié, qui a observé les mêmes démarches au niveau de certains notables de son parti politique. Je parle du vice-président Daniel Kablan-Decan, et puis de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République qui s'appelle Patrick Afi. Toutes ces personnalités se sont alliées au régime d'Alassane Ouattara pour pouvoir porter l'estocade à leur formation politique dans le cadre d'un deal politique. Parce que, voyez-vous, le président Ouattara a voulu créer le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Et c'est une forme de mainmise sur l'ensemble du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Le président Bédié et les instances dirigeantes du PDCI ont estimé qu'elles n'étaient pas concernées par cette nouvelle formation politique en gestation, d'autant plus que Alassane Ouattara a trahi l'accord de Daoukro. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, et les instances dirigeantes du parti ont exclu ces traites-là. Elles ont été mises à la porte, en tout cas de façon temporaire. Oui, mais dans le cas... Attendez, je finis juste un aspect. Vous avez également la même situation au niveau du Front populaire ivoirien entre le président Gbagbo, d'une part, et puis Afin Guessan qui a essayé de faire main basse sur le parti. Il ne respectait pas les résolutions du parti, les instances dirigeantes du parti. Il nommait des personnes sans véritablement l'assentiment des instances dirigeantes. Il a été exclu en 2014. Il a été exclu. Alors, ce qu'on aurait attendu du président Boniaï et des FCBE, en sa qualité surtout de président d'honneur, c'est l'exclusion pure et simple. C'est de foutre à la porte Yarou et puis et tout, de les mettre dehors. On n'en a pas besoin dans la résistance. Mais monsieur Olivier Dossou, très belle analyse et je vois ce parallélisme avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est que d'aucuns diront que et là, je refute cet argument. D'aucuns diront que mais le président Yahi Boni n'avait pas le choix, parce qu'il n'avait pas le choix, et je ne sais pas si c'est vérifié, mais à voir la géopolitique béninoise, on peut croire cela. Il s'agit de quoi? Le président Yahi Boni était soit contraint à l'exil, soit il perdait son parti. Donc, avec cette face, et cette résolution de la CEDEAO qui, au fait, reconnaît et où la CEDEAO est allée même reconnaître ce pseudo-dialogue. Donc, pour Yahi Boni, il n'y avait plus une possibilité, il n'y avait plus d'espoir. Du coup, avec la stratégie Talon, dont on connaît la démarche, donc, soit Yahi Boni reste en exil, soit il paie la FCBE. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ce chantage-là auquel il a fini par abdiquer? C'est ça le problème. Ce qui n'est pas la meilleure posture d'un leader. Mais nous sommes ici en train de faire une analyse hautement politique par rapport, à cette vomissure que Yahi Boni, a ravalé. Donc, est-ce que ce n'est pas ce contexte? Parce que la démarche normale et l'illustration dont vous venez de faire par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est ça l'idéal. Mais cela n'a pas été fait. Donc, il y a deux facteurs. Il y a deux points politiques qu'il faut voir. Soit Yahi Boni était en train de jouer son côté équilibriste en disant, en favorisant deux courants au niveau des FCBE. Le premier courant amené par Humpé, qui, au fait, allait jouer la politique d'un pied dedans et d'un pied dehors. Donc, pour essayer de voir si le président Talon fermait toutes les vannes, donc là, on n'a pas, comment dirais-je, le choix. Il vaut mieux sacrifier Komikounche, il vaut mieux sacrifier Djenouté pour, en tout cas, avoir le récépissé. Talon, un bon politicien, dit d'accord, on verra. Donc, les Roumpés, en tout cas, feront la volonté, puisque, en conclusion, c'est le récépissé qu'il faut. Donc, pour cela, si tu veux avoir cela, donc, il faudrait que tu fasses ma volonté. Donc, Yahi Boni a capitulé, je vais dire naïvement, et pour ne pas rester indéfiniment en exil, et pour ne pas perdre son parti. Ça peut être de la naïveté politique. Est-ce que moi, M. Harouna, je vais le faire? Est-ce que M. Dossou, vous allez le faire? Non. Mais ça peut être le constat politique. M. Dossou, vous avez la parole. Oui, M. Harouna, la description que vous faites, vous m'excuserez de ne pas la partager. C'est ça. Je pense qu'à un certain niveau de responsabilité,
une erreur se paye cash. C'est ça. Le président Boni Yayi, à travers la décision que vous mentionnez à juste titre, a montré à tout le moins un déficit de stratégie politique ou même vraiment de leadership politique. Parce que voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai fait, dans le cadre d'une analyse politique comparée, je vous ai fait allusion à ce qui s'est passé ailleurs, parce que le Bénin n'est pas dans un vase clos, contrairement à ce que Patrice Talon fait. Nous ne vivons pas en autarcie, nous vivons dans un concert des nations, avec des États, avec des politiques publiques, avec des partis politiques qui ont également des logiques de conquête de pouvoir. Donc on peut s'en inspirer, on peut voir ce qui se fait de meilleur chez les autres dans le cadre vraiment d'un benchmarking. C'est important. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous mentionnez la symétrie ou l'équation que le président Boni Yayi a créée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, soit j'accepte le deal de Talon, soit je perds ma formation politique. Absolument. Autrement dit, il met sur le même pied d'égalité, il crée une symétrie entre les FCBE, pour lui, qui sont importants, et de l'autre côté, la résistance ou l'avenir de tout un peuple. Et lui, entre ces deux éléments, il choisit les FCBE. Je trouve que c'est très grave. Pourquoi? Parce que voyez-vous, en 1974, lorsque le président Abdoulaye Wade voulait créer son parti politique, le Parti démocratique sénégalais, il est allé réveiller son père au beau milieu de la nuit. Et il lui a dit qu'il avait l'intention le lendemain matin de créer un parti politique. Son père est resté un moment, lui a demandé, « Mon fils, est-ce que tu as peur de la prison ?» Il a dit non. « Est-ce que tu as peur de l'exil ?» Il a dit non. « Est-ce que tu as peur de la mort ?» Il a dit non. Va créer ton parti politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on se lance en politique, on ne doit pas avoir peur de l'exil. Et l'exil a été toujours le point de départ à toutes les grandes conquêtes politiques. Le général de Gaulle, de 1939, où il s'exile à Londres, il va revenir au pouvoir en 1944-1945, lorsqu'ils vont défaire l'Allemagne. Vous prenez également l'ayatollah Khomeini, il est en 1979, lorsqu'ils prennent le pouvoir en Iran, il vivait en exil en France. Mais, M. Dossou, c'est deux leaderships différents. Non, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas la formation politique. On s'en fiche des FCBE. Si Talon veut, on lui offre les FCBE. Il n'a qu'à lui offrir les FCBE. Il n'a qu'à prendre cadeau. Mais c'est l'esprit que portent les FCBE qui sont importants. C'est la résistance que les FCBE incarnent qui sont importants. C'est vraiment les millions de populations qui se reconnaissent dans ce combat pour la restauration de l'état de droit, pour la justice sociale au Bénin. C'est ça qui est important. On lui fait grâce des FCBE. Et demain, lorsque nous allons continuer cette résistance, cette traversée de désert au plan politique, et nous allons chasser cette dictature, cette tyrannie, on pourra créer le FCBE ou un autre parti politique, toujours avec Boni Yayi à la tête. Donc la question de la sauvegarde de son parti politique est un faux débat. Et si tel a été l'objectif qui a prévalu chez le président Boni Yayi, il a fait une grave erreur d'analyse et de perspective. Et en cela, il va payer le prix cash parce que Patrice Talon n'en démordra pas. De l'intérieur, toutes les stratégies qui seront initiées par les FCBE, il sera au courant de tout. Ils vont saboter toutes les initiatives. Et de l'autre côté, des personnalités loyales qui incarnent une dignité que nous saluons, comme l'honorable Valentin Djenontin, sont complètement écartées, alors que ces personnes se sont sacrifiées, sont en exil ici, parce que ces personnes portent un combat et incarnent une résistance. Donc je pense que le président Boni Yayi, le message qu'il envoie, c'est un message de facilité, c'est un message de paresse politique qui est celui de dire « je préfère sauver mon parti politique, au diable la résistance béninoise. Pour moi, ce qui importe, c'est d'abord de sauvegarder
ma formation politique. Et de l'autre côté, j'ai même entendu dire que il se prépare pour les futures échéances électorales. Oui, oui, il se prépare pour les futures échéances électorales. Excusez-moi, mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce qu'il n'y aura aucune élection transparente, crédible et qui sera organisée tant que Patrice Talon sera au pouvoir. Mais donc, écoutez, M. Dozou, on est en politique, vous ne savez, vous ne pouvez pas, je suis d'accord et je partage votre point de vue, mais si il y a eu un deal pour partager le pouvoir, quelqu'un parle de l'alternance, donc, et qu'on veut co-gérer le pays dans un style aujourd'hui un peu différent, mais qui aujourd'hui a été toujours le même style, le duo Patrice Talon et Yahi Bonnet, mais cette fois-ci dans un deal totalement différent où Patrice Talon est président de la République, donc Yahi Bonnet est pratiquement le principal opposant. Ouais, donc, ça peut être un rematch. Ça peut être un rematch sous une autre forme de couleur. Donc, un rematch avec un autre phénotype. Ouais, donc, ça peut être, ça si par exemple, ils s'entendent pour dire, voilà, nous allons partager le nombre d'élus locaux et pourvu qu'aujourd'hui, la principale formation, elle soit la FCBE et tu sois le principal opposant. Donc, ça peut être, on est en politique, tout peut arriver. Qui peut croire aujourd'hui qu'il y a Iponi qui a décrié ce récépissé et où il a même dit que ça viole tous les principes sacro-saints de leur constitution. Aujourd'hui, ravale cela et reconnaît le camp Houpé et reconnaît pratiquement toutes les institutions et comment dirais-je, du Bénin. C'est quand même invraisemblable, c'est impensable. Non, mais Monsieur Aruna, j'aimerais apporter une précision sur ce que vous dites en ce qui concerne la cogestion, qui serait peut-être l'objectif qui sous-tendrait la... C'est la lecture que c'est une analyse politique. C'est pour cela que nous parlons au conditionnel, qui sous-tendrait vraiment la démarche du président Boni Yayi. Voilà. Si tel est le cas, je pense que le président Boni Yayi se fourvoie complètement. J'espère bien que ce n'est pas le cas. Mais il est clair que la posture qu'a adoptée le président Boni Yayi, en intégrant des chevaux de Troie, parce que Paul Rompa et son clan sont un cheval de Troie au sein des FCBE, avec pour objectif de saboter, de détruire en interne toutes les velléités émancipatrices de la résistance. C'est important. De l'autre côté, si Boni Yayi va dans un deal avec Patrice Talon pour une cogestion, comme vous le dites, du pouvoir, ce serait purement et simplement une trahison. Et le peuple béninois tirerait les conséquences, clairement. Mais en ce moment-là, qu'ils clarifient leur position. Mais ce n'est pas ce que nous voyons, puisqu'ils ont réaffirmé. Vous savez, il y a même une démarche contradictoire à leur niveau. Le communiqué qui a sanctionné la réconciliation parle de ce que les FCBE continueront à se mobiliser pour rétablir l'état de droit et la démocratie. Mais de l'autre côté, quand je vois l'intervention je crois que c'est un des responsables, Laure Paton, il estime que les FCBE aujourd'hui ne sont plus dans la résistance. C'est contradictoire. Donc, mais à tout le moins, on peut regretter aujourd'hui ce fouillis-là dans lequel les FCBE se sont englués. Et il est important pour tous les patriotes de dénoncer cette supercherie-là. Absolument. Et lancer un appel au président Boni Yayi pour qu'il revienne sur sa décision. Laquelle? Sa décision serait purement l'exclusion et l'éviction purement et simplement d'une bande de carterons, de traîtres qui ont fait main basse sur le parti politique et sabotent les FCBE pour les velléités vraiment totalitaires de Patrice Talon. Merci beaucoup, et Olivier Dossou. Les jours à venir vont nous confirmer toutes ces analyses. Monsieur Dossou, on peut dire ceci selon un article de Jeune Afrique intitulé « L'énigme Boni Yayi ». Dans le dit article, on peut lire ceci. À Cotonou,
dans les cercles du pouvoir, on reste persuadé que Boni Yayi joue double jeu. Il a deux fers au feu. D'un côté, il envoie certains de ses fidèles négocier, de l'autre, il encourage les extrémistes. Il manipule les uns et les autres pour demeurer le maître du jeu. C'est Jeune Afrique qui le dit, ce n'est pas moi. Et croit savoir ce que croit savoir un proche de Patrice Talon. C'est du Boni Yayi dans toute sa splendeur. C'est totalement faux, rétorque un intime de l'ancien président. Il a été mis devant le fait accompli. Il était hors de lui. Mais désormais, il veut que le linge sale se lave en famille et non sur la place publique. Ça, c'est la réaction de Jeune Afrique à travers un article intitulé « L'énigme Boni Yayi ». Est-ce que, au fait, Yayi Boni, c'est l'intrus qui vraiment connaissait la maison béninoise, ou c'est pratiquement quelqu'un qui agit vraiment dans un sens où son cœur parle beaucoup plus qu'un politicien? Réagissez rapidement par rapport à ça. Bon, écoutez, je pense que le constat que vous faites, ou vraiment ce que vous décrivez par rapport à Jeune Afrique, je pense qu'il est important de le prendre avec aussi des pincettes. Il est clair que Boni Yayi est un homme politique. C'est un homme politique, c'est un homme d'État qui a eu à gérer des hautes responsabilités au sein de l'État. Il a une dimension internationale. Il a un leadership qu'on ne saurait lui dénier. C'est vraiment un homme d'État qui a été mu par l'intérêt du peuple béninois. Et voyez-vous, pour nous, c'est avec un pincement au cœur qu'on observe cette dernière décision qu'il a prise. Ça nous fait très mal parce que l'homme à la tête du pays a montré une compassion, un amour pour la population. Il a fait montre d'une solidarité pour les plus humbles. Pour un peu vraiment paraphraser une poétesse du Nicaragua, la solidarité pour les peuples était vraiment la tendresse de Boni Yayi. La solidarité pour le peuple béninois qui souffrait. Il en a fait son cheval de bataille. Mais au niveau de l'animation de la vie politique, en ce qui concerne l'opposition, j'estime qu'aujourd'hui, Boni Yayi doit se mettre de côté et laisser la place à un leadership beaucoup plus jeune, tonique, dynamique, amené par vraiment Valentin Djenonté. Pour moi, ce monsieur Valentin Djenonté, à qui je rends un hommage, que je salue, mérite tout notre soutien, toute notre attention, parce qu'il incarne un nouveau leadership, un leadership que nous souhaiterions voir au Bénin, qui est celui de la justice sociale, la solidarité pour les plus pauvres. Et surtout, c'est quelqu'un d'extrêmement humble. C'est ça. Et de loyal. Toutes ces qualités-là aujourd'hui, on ne peut pas faire litière de ça pour aller prendre des traîtres, une bande de pieds nickelés, et puis estimer que ces gens-là, parce qu'ils sont allés prendre un récépissé, et on va les accepter, alors qu'on sait dans quelles conditions ce récépissé a été obtenu, dans des conditions frauduleuses. Donc, pour nous, c'est tout simplement un coup de poignard dans le dos de l'honorable Valentin Djenonté. Parce que pour nous, c'est un honorable, même sans être député. C'est vrai. Il incarne l'honneur de la charge qu'il a eu vraiment à exercer. Ça, c'est vrai. C'est important que nous mettions en avant des modèles dans un pays qui manque vraiment de rôle modèle. C'est important. Maintenant, le problème de la résistance aujourd'hui, c'est que le peuple béninois ou l'ensemble des leaders politiques dits de la résistance ont semblé n'attendre que tout du président Boni Yayi. Je suis désolé, le président Boni Yayi, il a servi l'État pendant 10 ans, il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait là. Ce qui, moi, m'intéresse, que font les autres leaders? Je crois savoir qu'il y a beaucoup de leaders de la résistance qui sont en exil, qui sont en Europe, dans des sociétés où il y a
quand même un état de droit, il y a la démocratie, mais on ne les voit pas lors des manifestations, on ne les voit pas prendre la parole publique. Regardez ce qui se passe à Savè. Vous avez Quand nous allons arriver sur ça, c'est la seconde partie de l'émission. Des leaders qui sont en exil, mais qui ne prennent pas la parole. Et là, je salue le leadership de l'honorable Djenontin, qui a pris la parole pour dénoncer. Oui, nous avons vu sa réaction, il l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, Boni Yayi ne saurait être l'arbre qui masque la forêt d'une incompétence, d'une médiocrité, d'une absence de leadership de certains leaders ou même de la résistance en général. Bon, monsieur Dossou, c'est clair que... Je vais finir là-dessus. Allez-y rapidement. Il y a des choses qui se sont faites, y compris nous-mêmes dans la diaspora, on a porté notre part de combat. On continue de le faire aux côtés d'autres personnes, bien sûr, mais nous estimons que chacun doit mener sa part de combat, de résistance. Et le président Boni Yayi, il doit être juste qu'un apport supplémentaire. On ne peut pas attendre tout de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, surtout pour quelqu'un qui a eu le parcours qui est le sien et qui aujourd'hui peut être aussi une référence, un modèle vers qui l'ensemble de la classe politique peut s'orienter pour avoir des conseils. Donc, il ne peut pas animer la vie politique au quotidien. Ce n'est pas possible. Indéfiniment. C'est vrai, monsieur Dossou, je partage cela et c'est ce qui nous mène... cette réaction nous amène directement à cette question. N'est-il pas temps qu'une nouvelle génération puisse être l'alternative que le peuple semble rechercher? Cette génération de Olivier Dossou, de Sonia Akpo, de Lambert Kérékou, de Boni Ourou, de Bertin Kovi, de Ladislas Agbessi, de Marielle Fadigbe, etc., de Suleiman Harouna, et tout ce beau monde qui aujourd'hui n'appartiennent pas à une autre génération. Je veux parler des Sabi, des Thibaut Ogou, des Abi Arnès. Est-ce que ce n'est pas le temps vraiment pour que cette génération, que j'ai l'habitude d'appeler Tchéké, qui au fait ne tournent pas autour de compromission, et qui ne sont pas et n'ont jamais été des compagnons d'hier avec le clan Talon. Donc, est-ce que ce n'est pas le temps aujourd'hui pour que la classe politique puisse vraiment être renouvelée? Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui dit, c'est ce que j'ai toujours prôné, si vous voulez, ces quelques semaines où je parle de qui est qui dans la résistance. Et quand je parle de variables aléatoires et par rapport à la résistance, c'est un fait. C'est un fait parce que aujourd'hui, les motivations ne sont pas les mêmes. Je vois ces leaders qui aujourd'hui articulaient cette résistance. Et là, je vais dire que la faillite n'est pas vraiment individuelle. Je veux dire qu'il y avait ou soit il y a des leaders qui entouraient Yayi Boni. Donc, et ça, c'est une responsabilité aussi collégiale. Mais on voit pratiquement le chapeau de Yayi Boni, puisque c'est lui le chef de troupe. Donc, moi, je pense que, M. Dossou, qui est qui dans cette résistance? Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois ne peuvent pas voir une autre alternative pour articuler cette résistance? Moi, je pense que c'est le temps, c'est le timing. Et vous l'avez dit bien, le président Yayi Boni, aujourd'hui, il mérite une retraite. Le président Soglo mérite une retraite. Donc, il faut que nous, on puisse articuler cette résistance, comme l'a dit mon frère Korogone. Il faut nécessairement que cela puisse se faire. Est-ce que ce n'est pas les compétences qui manquent? Monsieur Olivier Dossou, nous vous avons vu à l'œuvre. Nous avons vu toutes les stratégies politiques. Et nous connaissons votre intellect. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le courage qui manque à cette nouvelle génération. Ce n'est pas l'intellect qui manque à cette nouvelle génération.
Ce n'est pas l'expertise qui manque à cette nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, nous pouvons la trouver partout, au fond du Bénin, au niveau de la diaspora, mais ils sont là. Moi, je pense qu'il est temps vraiment de prendre les choses en main et que cette génération puisse se révéler au peuple et comment dirais-je, béninois. Moi, je pense que c'est à ce seul titre que nous pouvons rendre service à nos aînés, dont Yahi Boni. Et ça, il mérite vraiment une très bonne retraite. Que ce soit le président Soglo et tout cet arsenal d'anciens politiciens, ce n'est pas que nous voulons les enterrer vivants, mais c'est un fait. Aujourd'hui, les faits sont là. Je vois. Donc, vous avez la parole, Olivier Dossou. Réagissez. Vraiment, j'aimerais que vous insistiez sur cette approche de nouvelle génération dont vous êtes aussi de cette génération. Rapidement. Merci, M. Aruna. Alors, quelqu'un observait qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. C'est important d'apprendre parce que la politique est un art. Gouverner, ce n'est pas évident, mais aussi animer une formation politique, animer un cercle de réflexion intellectuelle nécessite du travail, de la formation et surtout de l'humilité, des qualités humaines. Beaucoup de leaders aujourd'hui dans notre pays sont plutôt ce que j'appelle des entrepreneurs électoraux. C'est-à-dire que ce sont des gens dont l'objectif est de créer des formations politiques, de les monnayer à la faveur des échéances électorales, mais pas d'animer les formations politiques, pas de lever le niveau de réflexion des populations. C'est important. La question des nouvelles générations que vous soulevez, c'est une urgence, mais malheureusement, elle ne saurait s'improviser. Parce que si elle s'improvise dans l'amateurisme, dans l'absence de travail bien fait, dans le sérieux, dans l'indignité, elle va droit au mur, elle va connaître le même sort que les anciens. Prenez par exemple quelqu'un aujourd'hui qui pourrait incarner, du moins sur le plan intellectuel, une forme de leadership comme Prudent Victor Topanou. Mais regardez à quoi nous avons assisté. Une forme d'abandon du peuple en rase campagne. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, il y a quelques mois, écrivait dans les médias, dénonçait la forfaiture en cours et activait même l'article 66 et demandait au peuple de vraiment prendre ses responsabilités. Il a été le premier sur Sika TV à vouloir que le peuple puisse activer l'article 66. Tout à fait. Mais lorsqu'on voit ce même monsieur, quelques mois plus tard, venir dire aujourd'hui qu'il y avait un besoin de continuité institutionnelle à propos des législatives controversées et qui se sont soldées par des morts, qui n'avait pas créé un dialogue, surtout pour parler à l'opposition, mais surtout pour permettre au chef de l'État d'initier un certain nombre de mesures qui va légitimer tout ce que Talon fait sur les médias. Avouez que véritablement, ça n'inspire pas la jeunesse, ça n'inspire pas une nouvelle génération. Lorsqu'on voit toute cette traîtrise, cette lâcheté, cette médiocrité de beaucoup de nos leaders qui aujourd'hui sont avec la résistance, demain ils viennent et disent nous abandonnons, nous rejoignons Talon. Il y a même un ministre actuel de la communication, suivez mon regard, un ancien avocat, qui a dit à un de ses confrères que franchement le barreau ça ne paye pas. Vraiment, j'ai décidé de les rejoindre. Ils m'appellent, je vais aller. Donc, au diable, ces convictions. On a l'impression aujourd'hui qu'au Bénin, la politique est le cimetière de toutes les convictions et de toutes les formes de dignité. C'est important de mentionner ici que s'il doit y avoir une nouvelle génération à laquelle nous aspirons, si cette génération-là n'a pas vraiment d'infrastructure morale et éthique, et surtout ne travaille pas,
ne fait pas corps avec les aspirations du peuple, elle ira droit dans le mur. C'est ce à quoi nous assistons. Et observez également que de 90 à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un président de la République issu d'une formation politique au Bénin. Vous prenez Nicéphore Soglo, lorsqu'il accède au pouvoir en avril 91, il n'a pas de formation politique. Il n'y avait pas l'ARB encore. Voilà. Lorsque vous prenez également le général Mathieu Kérékou, c'était un ancien retraité marxiste-léniniste, mais lorsqu'il accède au pouvoir, il n'avait pas de formation politique. C'est après qu'ils vont lancer l'Union du Bénin du futur. Vous prenez le président Boni Yayi en 2006. Lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a pas de passé militant, il n'a pas de formation politique. Vous prenez également Patrice Talon en 2016, il n'a jamais milité dans un parti politique, il n'a pas de formation militante ni vraiment un passé politique digne de ce nom dans les affaires de l'État. La conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement la faillite politique des 30 années de renouveau démocratique. Au plan politique, c'est ce qui fait qu'un homme d'affaires sans parcours digne de ce nom, avec une moralité douteuse, avec plein de crimes économiques, une tentative d'assassination d'un ancien chef d'État, sans formation politique et militante, accède au pouvoir dans les conditions que l'on sait, sur la base d'une élection où il a acheté un certain nombre de leaders. Et ça nous conduit aux errements que nous observons aujourd'hui. Donc, il est important que nous disions qu'aujourd'hui, la politique, ce n'est pas un domaine dans lequel, lorsqu'on a échoué ailleurs, on se lance dedans parce qu'on a envie de se faire de l'argent. Non. La première définition de la politique, c'est servir l'intérêt général. C'est lutter contre la misère des populations. Et un leader qui n'a pas compris ça, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. C'est ça, aujourd'hui, la question véritablement qui se pose. Ce n'est pas une question au-delà de l'aspect générationnel qui est même lié à la biologie humaine, qui est que, voilà, certains leaders sont âgés, ils doivent passer le témoin, mais il y a une réalité que si vous avez une jeunesse qui vient au pouvoir sans être préparée, au plan de l'infrastructure morale et éthique, au plan de la formation militante et politique, elle ira dans le décor. C'est toute la question, elle est là. Et surtout, je vous rejoins surtout sur le plan éthique, j'insiste là-dessus, et c'est pratiquement ce à quoi ces politiciens ont habitué une certaine classe de la jeunesse. Mais je pense que moi, par exemple, je vous connais, je connais votre intégrité, je connais d'autres, mais je pense qu'il y a toujours une classe de la jeunesse qui possède toujours, ne serait-ce que ce petit ingrédient de dignité et de probité et de sérieux dans le travail. Donc, moi, je pense que cette catégorisation où cette jeunesse se réfère par rapport à l'image d'un leader, où il y a pratiquement un mythe, et qui, aujourd'hui, on voit, comme on le dit en anglais, le face est off. On voit pratiquement que c'est pratiquement du gonri qui est flafla. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, avec ce que nous avons aujourd'hui, ce constat de cette classe politique où aujourd'hui, rien n'a été structuré. Il a fallu pratiquement que quelqu'un puisse jeter l'éponge et cela a contaminé et pratiquement toute une génération de résistants. Donc, moi, je pense que, et ça, on ne peut plus attendre, cette nouvelle génération ne peut plus attendre et prendre comme référence ceux-là qui ont montré leurs limites. Et c'est pour ça que nous lançons vraiment l'appel à toute cette jeunesse toujours crédible pour que ce combat de la résistance puisse être articulé d'une autre façon et puisse vraiment être articulé au niveau des personnalités, au niveau de cette jeunesse qui a fait les frais et qui a fait le sacrifice ultime. Je veux parler de vous, je veux parler de moi, je veux parler
de Corvi, je veux parler de tous ceux-là, là, et Thibault, tous ceux qui ont vraiment été les risques. Et une pensée va pratiquement à l'endroit de tous ceux qui ont succombé. Et comme je l'ai dit sur ce plateau, et ceux qui sont morts, il n'y avait pas la couleur de FCBE ni des autres partis politiques. C'était le Bénin et c'était pratiquement le patriotisme vraiment avéré. Donc, ceci dit, M. Dossou, avant de clore ce chapitre et passer sur la seconde thématique, quel est le message que vous lancez à la classe politique, c'est-à-dire ceux qui restent de cette classe, de cette résistance? Nous savons qu'il y a des gens comme l'ancien douanier Arossi Basile, hein, qui quand même a fait un combat de qualité. Et il y a d'autres, vous avez parlé de Djenouté. Donc, réagissez rapidement pour qu'on puisse clore ce volet de la première partie. Merci, M. Aruna. Alors, mon principal message sera vraiment à l'endroit de l'honorable Djenouté. Pour moi, il est important. Ah, d'accord. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Présentez-vous, s'il vous plaît. On vous attend. Ouais. On vous reçoit très mal. Ah, ok, d'accord. Moi, on m'appelle Amoni Komoda. Amoni? Ouais, c'est moi. Ah, d'accord. Vous appelez d'où? Ouais, je vous appelle depuis la France. Ah, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, ok. Donc, moi, je voudrais parler par rapport à... Bonsoir, M. Idossou. Bonsoir, M. Olivier. Bonsoir. Ouais. Et je voudrais intervenir par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la nouvelle génération, en fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, allez-y. Donc, voilà, aujourd'hui, même si, moi, il y a un problème qui se pose. Et ceux qui sont au pouvoir, et ça veut dire le président Talon, il a mis un dispositif. Et il a su exclure tous ces gens-là qui sont de l'opposition, qui sont de la résistance, par un fait. Maintenant, aujourd'hui, si on s'organise, ou que la jeunesse, comme vous le dites, la nouvelle jeunesse, ou la nouvelle génération, si on s'organisait, et qu'on se levait. Donc, et comment pouvons-nous, ou comment elle peut, cette jeunesse-là, comment elle peut rentrer facilement dans ce système-là pour pouvoir participer aux élections? Il y a un problème qui se pose à ce niveau, en fait. Parce que si, par exemple, dans la diaspora, et que les gens s'organisent, et que sur le terrain, même au Bénin, parce que les élections se passent au Bénin, hein. Donc, comment est-ce que, si nous mettons ces anciens-là, que ce soit le président Nissé Passoglo, le président Thomas Boniaï et autres, si nous les amenons, comme on dit, à la retraite, aujourd'hui, là, il y a un problème qui se pose. Moi, je ne suis pas sur le terrain parce que si je dois être candidat, par exemple, ou que, c'est un exemple, hein, si quelqu'un doit être candidat et qui n'est pas au Bénin, comment ça va se passer? Il y a ce problème-là. Comment ça pourra se passer avec le système qu'a mis en place le président Talon actuellement? Parce que ceux-là qui sont sur le terrain, qui se battent, je dis, l'honorable Mitokwe et tout ça, on a vu comment ils ont été exclus des échéances électorales. Donc, comment ça va se passer? Comment ça va se passer après? Donc, merci beaucoup. Vous avez fini votre question? Oui, c'était tout. C'est pour ça que j'ai appelé. Voilà, je pense que mon invité va vous répondre. Monsieur Dossou, répondez à notre auditeur, s'il vous plaît. Voilà. Merci donc à monsieur Amoni Komonla. C'est vrai que la question qu'il pose, c'est la question du cadre politique dans lequel va s'exercer les activités militantes et politiques de cette nouvelle génération que nous appelons de nos voeux.
évidemment, il fait référence au fait que le régime en place mettra en place vraiment des alibis pour soit interdire ou brimer un certain nombre d'initiatives et les empêcher d'exercer vraiment leurs droits vraiment civiques et politiques. Ça, c'est une réalité. Mais je pense que cette question-là, on doit la dépasser. La jeunesse aujourd'hui doit s'organiser et aller au-delà de toutes les entraves, continuer de se battre parce que la liberté n'a pas de prix. Nous devons reconquérir toutes les formes de liberté publique qui ont été brimées, les libertés associatives, les libertés d'expression, les libertés d'organisation, les libertés même de mouvement. Tout ça aujourd'hui est complètement brimé par la tyrannie de Patrice Talon. Il est important de dire que lorsqu'on se lance en politique, cette nouvelle génération doit bien avoir à l'esprit que c'est pour mener des conquêtes politiques et restaurer l'état de droit et la démocratie. Donc, on ne devra pas attendre que Patrice Talon nous fasse des fleurs ou nous offre sur un plateau d'argent vraiment tout ce qu'il nous a pris. On doit aller les chercher. Cette jeunesse-là, le message que je veux lui lancer, c'est celui de continuer de résister, mais au-delà de la résistance, de se mettre dans une posture de conquérir le pouvoir et de l'exercer. C'est-à-dire, et pour conquérir ce pouvoir, comme l'a dit quelqu'un, le pouvoir ne se donne pas sur un plateau de caviar, mais le pouvoir s'arrache. Donc, j'espère que notre auditeur est satisfait de l'approche de notre analyste politique. Et donc, allez-y et faites, concluez rapidement ce volet de la première thématique pour que nous puissions aborder la seconde thématique. Monsieur... Alors, la principale conclusion, ce serait celle aujourd'hui d'un constat qui est unanime. C'est que la résistance bat de l'aile. La résistance, elle est complètement en échec. C'est ça. Et comme je l'avais dit la dernière fois, il importe de faire un audit de la résistance. J'aime ça. Un audit de la résistance, ça suppose véritablement un bilan diagnostique des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces et de tout ce qui aura été mené durant les 4 années de résistance contre la tyrannie de Talon. À partir de cet audit de la résistance, des résolutions fortes doivent sortir de là. Et ces résolutions fortes doivent se traduire en actions opérationnelles, avec des moyens qui doivent suivre. Donc, si nous ne nous arrêtons pas pour faire cet audit-là, pour faire un bilan diagnostique du combat tel qu'il a été mené, des échecs, mais aussi des succès que nous avons engrangés, si succès il y a, parce qu'on a l'impression que le régime n'en démord pas et il continue de dérouler son programme, qu'importe tout ce que nous faisons, il continue d'avancer, de foncer, tête baissée. Donc, il est important aujourd'hui de mettre sur la table la nécessité et l'urgence d'un audit général sur la résistance. Et à partir de cet audit, il faut que cette résistance-là, moi j'irai au-delà de la résistance et je ne parlerai plus de résistance, je parle de libération nationale. Cette libération nationale doit s'incarner. Il faut un nouveau leadership. OK? Et si j'avais un constat à faire, ce serait de dire résistance cherche désespérément un leadership ou un leader pour l'incarner. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous avez le président Henri Konan Bédié, pour faire un peu de l'analyse comparée. Vous voyez le président Henri Konan Bédié, qui est à 85 ans, fatigué aujourd'hui. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, qui est incarcéré à Bruxelles dans des procédures iniques et complètement absurdes et illégales de la CPI. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition contre Ouattara qui est incarnée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.
Donc, clairement, aujourd'hui, il nous faut un nouveau leadership qui doit être incarné. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Djenontin Valentin, il doit aller au-delà de ce qu'il nous a montré jusqu'à présent. Il peut incarner cette libération nationale. Il en a l'étoffe, il en a l'expérience, il a la moralité et il a également l'infrastructure éthique qui peut porter cela. Donc, cette question est fondamentale. Et la dernière chose à laquelle également nous devons vraiment réfléchir dans le cadre de cet audit, c'est le nerf de la guerre, Monimata. C'est important. La résistance se finance, la libération nationale se finance. Et si nous n'arrivons pas à résoudre la question de la résistance à travers le mode de financement, et il est important de lancer un appel aux mécènes, à toutes les personnalités, tous les opérateurs économiques qui souffrent des taxes iniques, des taxes confiscatoires, de la fermeture du Nigeria due à une politique absurde et folle de Patrice Talon, des opérateurs économiques dont le principal d'entre eux, Sébastien Germain Ajavon, que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, mais que je salue pour avoir résisté et refusé de courber l'échine. Et il le paye aujourd'hui avec un exil et des démissions et des désertions dans son parti politique. Donc, cette résistance devra être incarnée, elle devra être financée, elle devra avoir un gouvernail et une boussole claire. Si on n'a pas ce minima-là, il est inutile d'espérer faire quoi que ce soit. Oui, non, ça c'est bien dit. Merci beaucoup. Mais je veux seulement, parce que là on doit passer rapidement à la seconde partie, mais je dois ajouter à ce que vous avez si bien dit que, au fait, voilà, le nerf de la guerre, c'est les moyens, mais c'est aussi beaucoup la signature. Et c'est cette signature qui a été vraiment cachée, si vous voulez, à une nouvelle génération ou soit à certaines personnalités. Donc, le problème de la signature est extrêmement important. Donc, merci. Et Olivier Dossou, nous allons très rapidement passer à la seconde partie de notre émission, très rapidement, qui va tourner sur la seconde thématique de notre émission, à savoir quels sont les enjeux de la répression militaire à Savès. Monsieur Dossou, comme vous le savez, 2 civils ont été tués et 6 policiers blessés lors de nouveaux affrontements qui ont éclaté mercredi entre les forces de l'ordre et des habitants de Savès, ville du centre du Bénin, fief de l'ancien président Boni Yahi. Monsieur Dossou, quelles sont les raisons d'affrontement entre forces de l'ordre et chasseurs? Très rapidement, vous avez la parole. Merci, monsieur Souleymane Harouna. Alors, vous savez, il y a, à mon avis, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons, et je salue vraiment le message qu'a porté l'honorable Djenontin, qui a dénoncé clairement ce qui se passe à Savès. Il est même allé loin en parlant d'épuration ethnique, d'un risque d'épuration ethnique. C'est très important. Alors, il y a 2 choses à Savès. Il y a qui se traduisent par ce qu'on voit. Il y a que depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir, sa politique est caractérisée essentiellement par 3 axes. La judiciarisation du débat politique. Lorsque aujourd'hui au Bénin, vous êtes contre Patrice Talon, ça vous coûte des peines d'emprisonnement, ça vous coûte des exils, ça vous coûte des condamnations. Le débat politique a cessé d'être civilisé pour vraiment être complètement judiciarisé. Premier élément. Deuxième élément, il y a le règlement par Patrice Talon du contentieux électoral par la voie armée, la voie militaire. Et justement, le troisième élément, il y a une prédation pathologique et maladive des ressources de l'État. Ça, c'est les 3 axes qui caractérisent la gouvernance de Talon. Alors, lorsque vous prenez ces 2 éléments cités, vous voyez que ce qui se joue à Savès, c'est tout simplement le continuum du contentieux qui avait commencé entre avril, mai et juin 2000,
2019 qui avait vu la séquestration de Boni Yayi dans son domicile. Donc, Patrice Talon avait envoyé des forces de l'ordre en pays Nago, à Kaboa, à Savè, à Tchaourou, etc. Ces forces avaient été défaites, notamment à Tchaourou. Et il n'a jamais pardonné cela. En bon rancunier, il a estimé qu'il fallait battre en retrait et par la suite continuer d'occuper militairement ces zones-là pour pouvoir mater ces populations. Donc, depuis plusieurs mois, ces zones sont complètement assiégées par des détachements militaires, plus que de raison. Parce qu'il est important aussi de reconnaître à l'État la nécessité du maintien de l'ordre public, de la sécurité publique. Mais ce qui se passe à Savè, c'est l'abus du pouvoir. C'est la force armée qui est utilisée pour mater des populations essentiellement Nago, qui, elles, s'identifient dans un leader, qui est celui de Boni Yayi. Et c'est tout leur péché, cela. C'est ce qu'on ne leur pardonne pas, parce qu'elles ont suivi le régime. Non, j'aurais fini juste sur ce dernier élément en disant ceci. Très rapidement. En disant, dernier élément, comme également stratégie politique qui est déployée par Talon, c'est également une opération de diversion, parce que ça occupe les Béninois pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, personne ne pense à des stratégies pour libérer le pays, personne ne pense à la faim, à la fermeture de la frontière, à l'emprisonnement du journaliste Ignace Ossou. Personne ne questionne la gouvernance de Talon, mais l'attention du peuple béninois est détournée vers Savè. C'est ça qui est tragique et qu'il faut dénoncer. Mais, Monsieur Dossou, très bien dit, mais les raisons du mécontentement de ces populations de Savè dans cette partie géographique du Bénin sont aussi dues à l'interpellation par les forces de l'ordre dans l'arrondissement de Kaboa, comme vous l'avez dit. Ceci s'est passé aux environs de 4 heures du matin d'un des proches collaborateurs de Faletti, général autoprogrammé des chasseurs, qui a été aussi la vase d'eau qui a, comment dirais-je... La goutte d'eau qui a fait déborder voilà, la vase. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc les chasseurs aujourd'hui exigent que les forces de l'ordre libèrent leurs proches. Ils qualifient cette arrestation d'illégale et la perçoivent comme une provocation. Mais ça aussi, réagissez. Donc c'est aussi pratiquement le fondement de la réaction de la police républicaine et du pouvoir Talon. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est tout simplement le fait que Patrice Talon, en rancunier, en bon rancunier, parce que ce qui se joue à Savè, au-delà de tout ce qu'on est en train de faire comme analyse, c'est la continuation d'un affrontement qui a commencé depuis 2012, 2011, 2012. En 2012, ça a été le point culminant avec la tentative d'empoisonnement de Boni Yayi, avec 2018-19, la séquestration du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État dans son domicile. C'est ça qui se continue à Savè, en pays Nago. Il faut arrêter les conjectures ou les circonlocutions vraiment pour la distraction. Ce qui se joue, c'est tout simplement la volonté de Patrice Talon de museler et de liquider toute forme de soutien du peuple Nago derrière son leader, qui est le président Boni Yayi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que c'est cette défiance de ce général autoproclamé, quand il défie un peu les autorités, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait sortir cette furie des militaires? Non, vous savez, je m'inscris en faux totalement contre cette présentation du gouvernement parce que nous avons écouté le discours du procureur, du tribunal de première instance d'Abomey, qui a la juridiction qui est compétente sur également Savè. Il faut dire que en juin et en mai 2019, est-ce que vous avez entendu parler de Faletti?
Faletti n'existait pas. Mais et pourtant, le gouvernement avait envoyé des centaines de militaires là-bas mater les chasseurs, mater les populations. Une ville totalement assiégée. Et pourtant, personne n'avait entendu parler de Faletti. Donc Faletti, aujourd'hui, est devenu l'arbre qui cache la forêt d'une politique criminelle, assassine, qui vise à complètement liquider le peuple nago pour asseoir une hégémonie d'une forme d'ethnie. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Monsieur Dossou, est-ce que vous n'allez pas très loin? Non. Je fais une analyse claire à partir des faits. Et chacun tire les conclusions qu'il voudrait. Lorsque vous prenez sur le plan politique aujourd'hui, la présidence de la République est dirigée par Patrice Talon, qui est un ressortissant de l'Air Fonds. Vous avez l'Assemblée nationale dirigée par Patrice Talon, un ressortissant de l'Air Fonds. Le ministère de la Défense, M. Nouati, ressortissant de l'Air Fonds. Le chef d'état-major, ressortissant de l'Air Fonds. La Cour constitutionnelle, ressortissant de l'Air Fonds. Le ministère des Affaires étrangères, l'Air Fonds. Mais tous les principaux organes de décision sont aux mains d'une ethnie contre l'ensemble des autres. Où est l'équilibre régional? Non, monsieur Dossou, non, mais ça peut être, c'est la compétence. Peut-être le critère de ce pouvoir, c'est pratiquement la compétence. Et si, dans cette compétence, il y a plus d'ethnie que l'autre, on ne peut pas tout de suite dire que c'est pratiquement un pouvoir clanique. Nous ne disons pas que c'est un pouvoir clanique. Je dis chacun tire la conclusion qui lui importe. Mais je fais un constat sur la base des faits. Les personnes que j'ai citées, chacun peut vérifier de quelle région ces personnes viennent. Mais la réalité aujourd'hui, le ressenti populaire, c'est ce que nous devons voir. Les populations estiment aujourd'hui, notamment les populations du nord, du septentrion et des populations des eaux collines, estiment aujourd'hui qu'il y a une politique d'épuration ethnique qui est en train de se mener contre elles, parce qu'elles payent leur soutien à Boni Yayi. C'est toute la question qui se pose. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais c'est aujourd'hui le ressenti. Est-ce que vous avez vu un déploiement de chars massifs à Abomey et dans ces zones? Vous avez vu un déploiement massif de chars à Ouida? Mais pourquoi Sabé? Pourquoi Kaboua? Pourquoi toujours Tchaou? Mais c'est peut-être c'est des villes ou soit c'est des régions qui ne sont pas des régions qui contestent, contestatrices par essence. Donc, et puisque il n'y a pas de poche de résistance là, donc ils sont peut-être acquis à cette politique, que cette politique soit bancale et viole les principes sacro-saints. Donc c'est peut-être des populations sages par essence. Oui, mais il y a une volonté aujourd'hui du régime en place d'instrumentaliser le tribalisme, d'instrumentaliser l'ethnie pour pouvoir s'imposer parce qu'ils ont échoué sur le plan politique à rassembler les Béninois. Donc leur stratégie consiste à les diviser pour régner. C'est ça. C'est ça la question qui est au cœur de la politique de Talon. Vous questionnez un certain nombre de leaders qui sont au sein de ce pouvoir, ils vous disent c'est notre tour et qu'on va confisquer le pouvoir pour des décennies. Parce que, dites-vous, vous les gens, les Nagos, les Nordistes sont restés 45 ans au pouvoir. Et donc c'est notre tour. Donc, mais je ne dis pas que ce constat-là est faux ou vrai, mais c'est la perception, c'est le discours qui est tenu. Maintenant, de l'autre côté, il y a chez Patrice Talon une vieille stratégie, c'est celle du diviser pour régner. Regardez l'écho aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en CEDEAO, où Macron et Ouattara sont venus diviser le projet de la CEDEAO qui a été condamné par la dernière réunion qui a eu lieu à Abuja, par les pays anglophones, etc. Donc, cette stratégie de diviser le peuple pour régner est une stratégie suicidaire qui a échoué aujourd'hui. Parce que Patrice Talon, même les populations dites de sa zone ethnique sont les populations qui sont victimes aujourd'hui de sa politique criminelle et suicidaire, qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de travail, qui ont été cassés, qui ont été vraiment licenciés. Mais aujourd'hui, pour pouvoir confisquer le pouvoir,
il est obligé d'utiliser la ficelle tribale et ethnique dans une nation qui est en construction, une nation qui n'a jamais véritablement vécu des questions d'ethnie et de régionalisme. Le président Kérékou a gouverné, mais il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas tout cela. Il y avait une sorte d'équilibre régional. Quand le président Kérékou était aux affaires, qui dirigeait la Cour constitutionnelle? C'était Mme Poyon ou bien Mme Conception Ouensou, mais qui n'était pas de sa zone géographique. Vous prenez le Parlement sous le président Kérékou, c'était dirigé par des leaders qui n'appartenaient pas à l'ère du septentrion. Oui, M. Dossou, le Parlement aujourd'hui est dirigé par Vlavonou. Vlavonou est du Sud. Hein. Je pense qu'il doit être de Roulinda, de Porte-Novo. Mais justement, c'est ce que nous dénonçons. Prenez les principales ambassades du Bénin. Il n'y a que les personnes d'une même aire géographique parentées au chef de l'État qui sont nommées. Il n'y a jamais une diversité ethnique telle que le pays l'incarne. C'est ça la question. Donc il y a une volonté d'épurer sur le plan ethnique, sur le plan tribal, la nation béninoise en la fragmentant et en s'appuyant sur un noyau de sa tribu pour pouvoir vraiment confisquer les rênes du pouvoir. Mais croyez-moi que même les populations dites du Sud ou de l'ère Fond, Marie et tout ça, sont des populations, s'il y a une élection aujourd'hui transparente, Patrice Talon n'est pas sûr de gagner dans ces zones. Oui, M. Dossou, avant de clôturer cette émission, mais on dit aussi que l'autre facteur exogène, en ce qui concerne cette tragédie au niveau de Savet, aussi est lié par rapport à la provocation du député Okunola, qui, au fait, a acheté des motos à des jeunes et a divisé pratiquement un groupe de jeunes acquis à Yaïboni et un autre groupe de jeunes acquis à lui. Et c'est dans cette attaque qu'il y a eu incendie de motos, tout ça là. Donc c'est pratiquement une instrumentalisation aussi et qui a dégénéré. Aujourd'hui, il y a 2 morts. Il y a 2 morts et beaucoup de blessés. C'est quand même... Et ce qui est encore inédit, c'est qu'il y a eu un conseil des ministres et le conseil des ministres n'a pas pratiquement ignoré ce qui fait aujourd'hui et attire l'attention de la Amnesty International et toute la société civile dans le monde. Notre gouvernement n'a pas du tout réagi. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous voyez? Donc, quelle solution pour sortir de cette crise où on dit que le peuple est pratiquement barricadé, ils ne peuvent même pas aller au marché, il n'y a même pas de marché pour aller manger. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Mais qu'est-ce qui se passe à Savet? Donc, réagissez rapidement pour qu'on puisse conclure cette émission et lancer un appel au gouvernement et lancer un appel, une stratégie pour sortir de cette crise qui n'arrange personne. Écoutez, Monsieur Aruna, j'admire votre optimisme. J'admire beaucoup votre optimisme quant à ce gouvernement. Il y a longtemps que je me suis fait à l'idée que ce gouvernement est un gouvernement autiste qui n'écoute personne, qui avance droit vers un objectif qui est celui de pérenniser un régime vomi par les Béninois. Donc, cet optimisme-là, je ne le partage pas parce que, vous savez, depuis 2016, nous assistons à la démission au sommet de l'État de la capacité à incarner, à exercer la charge de l'État. Patrice Talon, aujourd'hui, sur le plan moral, éthique, politique, social, diplomatique, est disqualifié. Je ne lancerai aucun appel vis-à-vis de lui pour qu'il fasse quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si à ce stade-là, il n'est pas conscient des responsabilités qui sont les siennes en tant que chef de l'État, de vraiment élu de la nation, père de la nation, qui doivent rassembler ses fils, et il préfère les exterminer, les anéantir,
je ne participerai pas à cela. Je dis ceci, les forces alternatives, les forces de l'opposition, la diaspora, un certain nombre de leaders ont une carte à jouer. Monsieur le ministre, l'ancien député, vraiment Djenontin, nous a montré la voie en dénonçant ce qui se passe à Savet. Il est allé jusqu'à parler de risque d'épuration ethnique. Vous voyez que beaucoup de gens partagent cette analyse-là. Et pourtant, M. Djenontin et moi, nous ne sommes pas coordonnés. Mais je souscris à 100% son analyse. Aujourd'hui, il y a une politique totalitaire d'anéantissement des populations nago, parce que Patrice Talon n'a jamais accepté la cuisante défaite qu'il a subie en juin dernier face aux chasseurs de Tchaourou et des autres régions. Donc, souvenez-vous que entre le 1er et le 2 mai, il y a eu des morts à Kadian. Le chef de l'État et le gouvernement ne s'est pas préoccupé de cela. À l'époque, ils se sont juste préoccupés des dégâts matériels. Des dégâts matériels. C'est vous dire combien ils méprisent le peuple béninois. Ils n'en ont rien à cirer, ils n'en ont rien à foutre. Donc, s'ils ne l'ont pas fait à l'époque avec Dama Moussou qui a été exécuté, Patrice Talon n'est jamais allé rencontrer Dama Moussou. C'est ça, c'est vraiment regrettable. Aucun soutien du gouvernement. Donc, vous avez tous ces mépris-là, hein, toute cette politique d'anéantissement et vraiment d'effacement du peuple béninois dans ses libertés publiques qui a toujours caractérisé Patrice Talon. Il n'aime pas le peuple béninois. Je le dis et je l'assume. Il n'aime pas le peuple béninois. Nous avons au sommet de l'État des mercenaires qui n'obéissent qu'à l'argent, qui n'aiment pas le peuple béninois, qui le haïssent. Vous avez vu sa dernière sortie, c'est pour aller visiter deux, trois chantiers à Kwakpa et puis à la Haie Vive. Mais il n'est jamais allé dans les marchés. Il a horreur d'aller dans les marchés. Aujourd'hui, à Savet, il y a ce qu'il a. Pourquoi le chef de l'État ne peut pas se déplacer, aller à Savet, aller reconforter les populations, aller rencontrer les autorités locales, les chefferies locales, discuter avec elles, les chefferies traditionnelles, rassurer les populations, les convoquer même au palais présidentiel et ouvrir un échange franc et sincère. Il ne le fera pas parce qu'il y a une logique d'épuration ethnique qui sous-tend sa politique. Il méprise le peuple béninois et il n'a Dieu que pour l'argent et le pouvoir qu'il a conquis de façon frauduleuse. Maintenant, j'en aurais terminé en disant ceci. Vous savez, ce qui se passe à Savet, c'est également l'échec ou l'absence des rôles modèles. Nous n'avons pas de rôle modèle au Bénin, notamment des personnalités charismatiques qui peuvent se hisser au-dessus de la mêlée, rassembler les différents protagonistes, les mettre sur la table, comme à l'époque, en 90-91, nous avions Monseigneur Isidore de Souza, ces personnalités fortes, même religieuses ou même des chefferies traditionnelles aujourd'hui, se sont sabordés au régime. Le roi de Savet, aujourd'hui, il est contesté par une partie de la population, notamment par rapport à son silence. Et beaucoup de gens estiment qu'il n'a pas aujourd'hui les capacités pour rassembler. Mais je dois dire ceci, que ce que nous vivons, c'est aussi lié au fait que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, parce qu'il est important toujours de faire de la politique comparée. Quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, le Burkina en 2011 et 2014 a connu beaucoup de mutineries et même une tentative de coup d'État. Mais au centre de toutes les médiations, vous aviez le rôle du Moro Naba, qui est l'empereur des Moussis, qui réunissait les référence. Voilà. Et qui parlait à chacun, chacun écoutait. Je vous rappelle que lors du coup d'État de Gilbert Diendéré de 2014, il a fallu l'autorité morale du leader de l'empereur des Moussis, le Moro Naba, qui a convoqué les parties prenantes dans son palais et il a permis d'arriver à un dialogue, à une accalmie.
et Diendéré a dû abandonner le pouvoir. Aujourd'hui, il fait face à la justice de son pays. Nous manquons aujourd'hui de rôle modèle, de force politique ou même sociale ou religieuse qui soit au-dessus de la mêlée, qui réunissent les partis en présence et véritablement permettre d'aller vers une politique apaisée au plan national. Voilà ce que j'observe sur la situation de Savay. Et j'en aurais terminé en disant... On est à la fin de cette émission. Voilà. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés, tous les leaders politiques, de dénoncer ce qui se passe à Savay. Parce que Savay est le cœur battant d'un Bénin libre qui est en train de naître en pays Nago, qui est en train de s'affronter en pays Nago. Lorsque nous aurons gagné cette bataille pour la liberté et la dignité humaine en pays Nago, à Savay, à Tchaourou et partout, elle va irradier tout le Bénin. Savay aujourd'hui, Tchaourou, Kaboua sont le cœur battant d'un Bénin libre qui est en train de naître en matière de résistance des populations aux mains nues et même des chasseurs traditionnels qui sont sortis de leur rôle historique pour aujourd'hui défendre leur dignité, défendre leur territoire, défendre leur culture, défendre leur héritage. Et j'en terminerai en disant ceci, que ceux qui voient ce qui se passe à Savay et se taisent se trompent. Parce que lorsqu'on aura fini de liquider Savay, le pays Nago, les territoires du Nord, etc., ce sera la même chose dans les autres les zones dites du Sud, où il y aura des volontés contestatrices, ça va être réglé également dans le sang. Donc Patrice Talon est dans une position aujourd'hui qui est une position vraiment totalitaire, et un totalitarisme n'accepte aucune forme de contradiction interne. Donc toutes les forces dites du Sud ou autres doivent se coaliser, soutenir ce qui se passe à Savay, ce qui se passe à Kilibo, à Kaboua, en appeler à vraiment une accalmie des armes, à une proportion dans l'usage de la force armée, parce qu'il y a manifestement une disproportion, des gens sont abattus dans le dos, des gens sont assassinés, des maisons sont cassées, on viole des femmes, etc. Tout ça est le signe vraiment d'une épuration ethnique qui commence. Généralement, c'est comme ça que ça commence. Et ça va finir dans des pogroms plus tard. Merci donc, nous beaucoup, avons le devoir Olivier. De lancer un appel et de dénoncer cela. Et je finirai en vous remerciant. En remerciant également Malik, notre cher ami et réalisateur, tous les autres, et lancer un appel pour que nous méditions sur cette citation de Ho Chi Minh, qui s'est battu pour la libération du Vietnam. Il disait exactement ceci: lorsque l'homme perd l'usage de sa liberté, son prix baisse. Lorsqu'un homme perd l'usage de sa liberté, son prix baisse. Aujourd'hui, le prix des Béninois a baissé, que ce soit à Savay ou partout. Donc, parce que nous n'avons plus de liberté. Il est important d'aller... Merci beaucoup, Olivier Dossou. Nous sommes à la fin de cette émission et je pense que ce cri de cœur est entendu. Nous espérons que le gouvernement puisse très rapidement revoir la situation de Savay. Nous condamnons les morts qui ont vraiment succombé à cette violence des militaires, et nous en appelons vraiment au gouvernement Talon de reprendre la main républicaine et pour que vraiment la concorde puisse revenir au sein des populations de Savay. Et nous ne pensons pas encore que cette situation, et nous ne voulons pas plutôt que cette situation puisse perdurer parce que ça ne sert à rien. Donc nous en appelons vraiment au chef de l'État pour prendre ses responsabilités et appeler vraiment à la quiétude et vraiment à libérer ce peuple de Savay. C'est la fin de cette émission. Je remercie mon invité Olivier Dossou, analyste politique, sans oublier la collaboration technique de mon cher ami, le grand Gaïndé sénégalais, grand gourou du network
Tempo Africa, je veux nommer Malik Sall, qui a pu rassembler en une heure la France et les États-Unis. Quant à moi, je suis Suleiman Haruna, Soul to Soul pour les amis. Je serai ravi de vous voir très nombreux le dimanche prochain. Je vous informe que l'horaire a été décalé. Donc, ça sera désormais à 21h, heure du Bénin, à 15h, heure de Washington et de New York. Soyez très nombreux. Merci de nous avoir acceptés dans vos maisons respectives. Merci. À bientôt, mon cher ami Olivier. À bientôt, monsieur Haruna. Merci beaucoup. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Akoda o ma bia je golo me golo me ja hatu me na badagba le tunji